Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, ça n'est pas un vendredi tout à fait comme les autres. Il est différent à chaque fois. Mais en tout cas, on est mardi. Vous avez dit vendredi. J'ai dit vendredi ? Oui. Ah bon ? Oui. Non mais sérieux. C'est dingue, ça va, c'est dingue, c'est fini. C'est pour ça que je me dis. Il n'y en a qu'une seule qui suit, c'est Il n'y en a que deux qui suivent, Françoise de Bois. Combien de doigts ? C'est pour ça que je me dis que les semaines passent vite. Je passe du mardi au vendredi. Direct, comme ça. En tout cas, il y a des gens qui s'apprêtaient à faire leurs valises. Ben non, vous pouvez les défaire. Attendez donc 2-3 jours avant de partir en week-end. Liliane fait les valises, on rentre à Paris. Ça va, Philippe David ? Ça va très bien, et vous ? Vous êtes en pleine forme. Il va falloir me surveiller, je vous le dis tout de suite. Pas de souci, comme le lait sur le feu. C'est ça. Enfin bref, j'allais dire une bêtise. Allez, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans cette émission jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour qu'on va vous présenter dans quelques instants. Et le numéro de téléphone, vous le connaissez, 0826 300 300. Et au sommaire de cette émission, faut-il légaliser le cannabis ? Après la mort de 3 hommes sur fond de trafic de drogue ce week-end à Marseille, le député LFI, Manuel Bompard, a invité ce matin à réfléchir sur la légalisation du cannabis en France. L'objectif serait de lutter plus efficacement contre d'autres réseaux de drogue et surtout de vente d'armes, Philippe. Oui, un avis partagé par le Conseil économique, social et environnemental qui en janvier dernier se déclarait déjà favorable à la légalisation encadrée du cannabis récréatif. Selon lui, la prohibition qui existe en France depuis la loi 2 de 1970 n'a pas fait baisser la consommation, au contraire. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous pensez qu'il faut légaliser le cannabis, le vendre comme du tabac ? Et ça ferait de l'argent pour l'État, recette fiscale. Est-ce que vous pensez qu'il faut être encore plus dur dans la prohibition ? Est-ce que vous pensez qu'il faut l'encadrer ? Oui, mais dans tous les cas de figure, un seul numéro pour réagir. Le 0826 300 300. Et à cette question, faut-il légaliser le cannabis ? Vous dites non à 59%. Bien sûr, on vous attend pour en parler. Et puis à 18h30, autre sujet important, travailler à l'hôpital est-il devenu un métier à risque ? L'attaque au couteau qui a coûté cette nuit la vie d'une infirmière du CHU de Reims relance la question des violences physiques et verbales faites à l'encontre du personnel hospitalier. Face à une hausse sans précédent de ce type de violence, le ministre de la Santé a assuré qu'une réunion serait organisée dans la semaine pour tenter de préserver la sécurité et la vie de nos soignants, Philippe. Des professionnels de santé qui seraient 37% à avoir été victimes de violences en 2022 selon la Fédération des hospitalisations privées. Après l'émotion, la réaction, Éric Ciotti réclame un grand plan psychiatrie et Force ouvrière demande des actes politiques forts, des moyens pour l'hôpital après un tel drame. Vous travaillez à l'hôpital, que vous soyez aide-soignant, que vous soyez professeur, que vous soyez infirmière, que vous soyez secrétaire, venez nous dire. Vous avez peur d'aller travailler, vous avez été victime d'agression ? Venez nous le dire. Le numéro, le 0826 300 300. Travailler à l'hôpital est-il devenu un métier à risque ? Sur notre compte Twitter, vous dites oui à 74%. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner en ce mardi, d'accord, et donc vendredi, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile. Nous sommes très heureux comme tous les jours de vous retrouver. Je sors d'un excellent déjeuner. Mais quand je prends l'accent belge. Et oui, Françoise de Goua est avec nous aussi, éditorialiste Sud Radio et LCI. Ça va. Bah, écoutez-nous plutôt pas mal, et vous ? Très bien, mais je voudrais savoir avec qui il déjeunait, parce on l'a coupé la chic. Je sors d'un très non, j'ai mangé un rognon exceptionnel. Sauce madère. Au bonbon, pas sauce madère. Sauce au whisky, c'est très bon. C'était bon, avec des endives braisées. Donc j'ai eu l'impression de faire un régime. D'accord. Et c'est qui le politique en question ? Je vous dirai Mélenchon, vous ne me croirez pas. Non, mais et pourquoi pas ? Vous aimez tellement les paradoxes, pourquoi pas ? Oui, mais peut-être pas à table. Et peut-être pas à ce point surtout. Je crois. En tout cas, j'ai vu vous dire, Philippe, si vous avez mangé des rognons à déjeuner, vous n'avez forcément pas déjeuné avec Sandrine Rousseau. Ça, c'est clair. Oui. Ah oui. Ouais, et pourtant, j'aimerais bien. Eh bah oui, l'invitation est lancée. Exactement. Tout le monde chez les véganes. Allez hop, ça va être super. Le poule, le pile-pile, le pilou. Christophe Madrol est avec nous. Bonsoir Christophe, président de l'Union des centristes et écologistes et conseiller régional Région Sud. Bienvenue.
Merci. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'explique? Chemise ouverte, les cheveux au vent, bronzé. Le teint allé. Le temps allé. C'est le teint On marseillais. sent c'est le ça. type qui bosse. En fait, vraiment, le mec. Je suis accablé de travail. alors il a pas de bureau. Mais toi aussi, tu es bronzée, tu es belle, Oui, Françoise. bien sûr, toi aussi tu es beau, mais on On est n'est beau. pas au même endroit. On y va, les Non, amis. Eh ben, après les rognons de Philippe Bilger, bon, Ouais, c'est difficile de passer Vous derrière. pouvez parler d'autre chose. Bah oui. j'adore les rognons. Qu'est-ce que J'adore ça les quelque rognons. chose, les rognons. Les rognons, c'est c'est vrai. bon, les Vous savez ce que disent mes amis quand ils vous écoutent? On a l'impression d'écouter à la porte de la cuisine ce qui se Raconte dit, et n'importe c'est quoi. plutôt assez En marrant. général, c'est plutôt Philippe, il faut reconnaître. Ouais, mais ouais, là, ouais. j'ai voulu lui damer le pion. Ah oui. Si je veux dire, lui damer le Vous pouvez rognon. même damer le rognon, c'est ça. Je Allez, comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris on ce part. spanner. C'est quand Ouais, même c'est meilleur faux, que c'est- vous. oui, oui. Je vous assure, François, c'était délicieux. Moi, je vous- Mais bon, alors on je va- vous propose que la semaine prochaine on fasse un débat de 12 minutes sur la sauce Madère. Allez, Comme les 0826 sujets. 300. Marie-Alice est avec nous. Bonsoir Marie-Alice. Bonsoir Marie-Alice. Oui, bonsoir. Bienvenue, qui nous appelle d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Ah non, t'aurais dû dire qu'il nous appelle du pays des merveilles, Indice, au pays des merveilles. C'est Oh, joli. comme c'est bien Ouais, dit. mais c'est bien. Non mais écoute, un peu de poésie nous élève. Faut suivre, hein. Vous avez beaucoup de tendresse, François. Ah moi j'adore Alice au pays des merveilles, Ouais, c'est moi aussi. absolument génial. Mais on aurait pu dire aussi Marie-Alice et tu seras heureux. Ah, c'est beau. bah oui. C'est beau. Ah bah, ça c'est sûr que là les mecs sont largués autour de la table. Alors là, Alors là, mais complètement, chers Marie- amis de Sud Radio, je suis dans une sphère. d'intellectuel. Ah ouais, c'est très poétique aujourd'hui. Et vous faites quoi dans la vie Marie-Alice? Alors, je suis infirmière libérale à l'heure actuelle, Ah. mais j'ai travaillé 14 ans en structure. D'accord. Ah, ça va être super avec Donc notre le de ce sujet soir. va être passionnant, en tout cas au travers de votre Les témoignage. deux sujets, que ce soit le c'est- cannabis ou que ce soit absolument. l'hôpital. Donc bien entendu, vous êtes notre vraie voix auditrice aujourd'hui, donc vous avez la priorité sur tous les sujets. Vous allez pouvoir jouer aussi avec nous à notre jeu. Hein. Qui c'est qui l'a dit? Voilà, j'ai réussi à le dire au bout de 2 C'est semaines. bien. Le qui c'est qui l'a dit, vous ce qui est le conseille clou de de choisir l'émission, vous êtes Madrone. d'accord? Ouais, Je conseille de choisir. choisissez Madrone. Christophe Vous Madrone. avez bien révisé? Ouais. Mais je ne sais pas ce que Françoise de Gois a contre moi ou Non, pour non, mais moi. j'ai rien contre Non, toi, non, mais je non. pense que sur le Kikadi, C'est une- Et Kinikadi, je perds systématiquement, Attention. Alice. Ne me prenez pas, je perds. C'est une fine stratège. Ah oui, oui. Restez avec nous, Marie-Alice, tout de suite, les réquisitoires du procureur. excellent. Et vous voulez requérir, mon cher Philippe, contre le... Non, c'est la musique du jour. Ah oui, je me disais, il a changé de Oui, c'est chanson. drôle. Ah bah je me Quoi disais, qu'il a un petit c'était pas côté mal. Quentin Tarantino, je trouve, Philippe Bilger. Tempérament J'adore. rock ou je sais pas quoi. Allez, c'est un peu Kill décousu aujourd'hui, mais c'est de ma faute. Pulp Fiction, il y a 29 ans, gagnait la Palme d'Or à Cannes. Magnifique, Voilà. incroyable. Donc on y est Avec dedans. la scène Voilà. culte. Voilà. Et René Travolta. Chiche n'était pas là, et je vous rappelle qu'on aura René Chiche vendredi prochain pour, Ah oui, pour nous c'est au parler Festival du de Cannes. Festival de Cannes. C'est des séquences inoubliables. Absolument. ma chère Mais Cécile. cette bah oui. fois-ci, Philippe C'est Bilger, le- écoutez bien, c'est le réquisitoire du Réquisitoire. procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir contre la plaie fondamentale de la justice sa trop grande lenteur. Oui, en fait, je suis frappé, pardon pour la banalité, on s'oriente dans des projets sophistiqués, je vois pour les violences conjugales, on propose des mesures qui me paraissent précisément une sorte de fuite par rapport aux défis du présent. À chaque fois qu'on ne veut pas appréhender un problème, on propose de nouvelles mesures qui ne sont qu'une méthode pour ne pas affronter ce qui est là, précisément. Alors, il y a une multitude d'affaires en matière judiciaire qui démontrent qu'on est trop lent. Alors, bien sûr, on me dira, on manque de magistrats. Peut-être qu'on manque de moyens, sans doute, mais je prends l'exemple de Reims et je n'aborde pas le sujet, bien sûr. J'ai noté que cette personne irresponsable, au moment où elle est laissée dans la nature, eh bien, elle devait être convoquée pour qu'on lui notifie des mesures de contrôle et d'encadrement. Pourquoi c'est si lent ? Pourquoi alors j'ai d'autres exemples qui montrent qu'en définitive, eh bien, la justice pénale, en tout cas, intègre beaucoup de données, un certain nombre d'exigences, mais au fond, n'est pas prête encore à satisfaire l'attente du citoyen quand il veut efficacité et rapidité, comme si ces deux valeurs battaient en brèche forcément l'état de droit. Moi, je pense l'inverse. Françoise Degois,
Oui, je sais pas. Moi, je vous écoute toujours là-dessus. Je pense qu'il faut quand même des délais raisonnables. Alors, on n'est pas obligé de passer des années sur une affaire, mais je suis pas certaine que la rapidité soit mère d'un bon jugement aussi. Je veux dire, il faut du temps pour se poser, il faut du temps pour instruire. Moi, je suis assez d'accord pour qu'il y ait une forme, en tout cas, de prise de temps, de laisser le temps au temps. Après, vous dites quand ça s'éternise, je comprends très bien, mais attention à manier efficacité, rapidité avec la justice. Je trouve, moi, que c'est un oxymore. Oui. On va être d'accord, Marrant, François. hein. Le problème, c'est tout à l'heure, notre ami procureur Philippe Bilger l'a dit, dans la question de violence faite aux femmes. Ah oui. Tous les jours, les commissaires, les gendarmeries, les commissariats se déplacent pour appréhender des gens qui mettent des claques à leurs femmes. Le soir même, ils reviennent à la maison. Quand on parlait des jeunes délinquants qui faisaient des rodéos urbains, c'est de la légitime. C'est, comment dire, on les prend sur le fait. Mais tu as aussi des comparutions immédiates. Oui, tu sais, quand même, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un pays non plus où à entendre l'ensemble des témoignages, tous les gens commettent des larcins, des vols, fracassent leurs femmes et ressortent libres et rentrent chez eux. Il faut quand même pas non plus exagérer. Mais tu en as, Françoise. Mais tu en as, mais tu as aussi beaucoup de compurations immédiates. Tu vois, et puis tu as une justice qui est capable de mettre en examen en 2 jours un candidat à la présidentielle aussi. On en reparlera, mes amis. On en reparlera, si vous permettez. On en reparlera dans le coup de gueule de Philippe David dans quelques aux alentours de 18h. Donc gardez bien votre voilà. On est absolument gangrené par une forme d'impatience. J'ai perdu le mot. C'est pas grave. Écoutez, dans un instant, faut-il légaliser le cannabis? C'est complètement à l'ouest aujourd'hui. Oui, complètement. On en débat dans quelques instants, je pense. Mais vous savez quoi? J'ai fait une insomnie totale. Voilà. Et ça commence à se voir. Il est 17h15. J'ai les yeux qui se touchent. Et dans un instant, tant que c'est pas des filles dans la tête. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bienvenue à tous. Si vous êtes dans le même état que moi, vous pouvez compatir, bien entendu. À tout de suite. Nous sommes en direct, mes amis Philippe Bilger et Françoise Degois et notre ami. Oui, c'est Christophe Madrol et elles sont avec nous. Ça débat. Non, mais c'est le principe de débattre. Donc, on ne va pas débattre qu'à l'antenne. On peut aussi débattre hors antenne, ce qui est intéressant. En revanche, on vous a enregistré, on va rediffuser la séquence. Non, je plaisante. On va faire la VAR. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été intéressant. Bien sûr que ça aurait été intéressant. C'est un vrai sujet, en plus, ce que vous dites. C'est un peu contredit. La pluralité et l'engagement de certains journaux et la pluralité d'autres, c'est un sujet. Je disais que nous vivions dans un très grand pays. Voilà, je disais que nous vivions, parce qu'on parlait des ennuis de notre amie Elisabeth Lévy-Causeur, je disais que des régies publicitaires, quelle que soit la façon pour lesquelles elles y arrivent, et je vois bien tout le lobbying de Sleeping Giants, eh bien, les régies ont le droit de ne pas vouloir accoler leur nom dans des journaux, comme dans des journaux de gauche, comme dans des journaux de droite ou de droite radicale, et que la grandeur pour moi de la France, c'est que tous ces journaux, mais peut-être qu'Elisabeth me contredira, tous ces journaux, en tout cas, ont touché ou touchent les aides de l'État. Donc c'est ça qui est génial, on vit une grande démocratie pour financer des journaux divers. On en fera un sujet, en tout cas. Merci de l'avoir expliqué. Mais c'est intéressant. Sleeping Giants, déjà. Oui. Ah non, je crois pas. Si, il y a quelques mois. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Vos 3 mots dans l'actu sont silence, fermeté et paquebot. Une minute de silence dans les hôpitaux en hommage à Karen, 37 ans, infirmière poignardée à mort par un homme atteint de troubles psychiatriques à Reims. De la fermeté et de la fermeté sur l'immigration. Le plaidoyer de Bruno Le Maire hier soir lors d'un bureau exécutif du parti présidentiel Renaissance. Et puis, phénomène rare et inexpliqué en Gironde, le paquebot naviguait-il trop vite? Un navire déplace des trompes d'eau, un mini raz-de-marée sur son passage en remontant la Garonne, une terrasse détruite, des routes jonchées de débris et des élus interloqués. Les vraies voix Sud Radio. Le CHU de Reims s'est immobilisé tout à l'heure. 1 minute de recueillement comme demain midi dans tous les autres hôpitaux de France. Hier, un homme atteint de troubles psychiatriques a poignardé 2 soignantes. L'une blessée, l'autre, Karen, 37 ans, a succombé dans la nuit. Le temps du recueillement, mais aussi très vite de l'action, promet le ministre de la Santé François Braun en visite tout à l'heure à Reims dans l'établissement de Yé. Je réunirai dans la semaine l'ensemble des représentants des soignants pour que, au-delà de cette période nécessaire de recueillement, nous mettions en œuvre très rapidement l'ensemble des mesures qui seront utiles pour préserver la sécurité encore mieux et préserver la vie de nos soignants. Ils confient toute leur carrière pour soigner ceux qui en ont le plus besoin. Les agresser est tout à fait
incompréhensible. Le mis en cause de 59 ans sous curatelle renforcée avait été mis en examen pour violence aggravée l'année dernière avant de bénéficier d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. La chambre de l'instruction de la cour d'appel devait justement statuer très prochainement sur les mesures de sécurité à prendre à son sujet. Une onde de choc décrite par Béata et Nathalie, salariées de cet hôpital de Reims. La tristesse et la compassion pour la famille, pour ses enfants, son mari, sa maman, ses collègues qui sont tout proches, qui ont tout vu, tout vécu. C'est épouvantable, c'est un drame épouvantable. Les gens sont quand même globalement bienveillants. Bon, après que les personnes qui sont en souffrance, elles sont peut-être un petit peu de moins de patience, mais jamais quand même à ce point. Les conditions de travail, elles sont déjà difficiles par d'autres... En dehors de l'insécurité, elles sont déjà difficiles. Il y a aussi le fait, le sous-effectif aussi qui fait qu'on est en difficulté, en tension déjà en permanence. Des propos recueillis par Benjamin Bouliram de l'agence France Presse tout à l'heure. Députés et ministres, en tout cas, ont observé une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage aux agents publics après les drames qui ont frappé aussi les 3 policiers tués dimanche dans une collision près de Lille. Merci beaucoup. Vous vouliez réagir peut-être un petit mot rapidement, comme ce sera notre deuxième débat, notre coup de projecteur. Un petit point quand même. J'entends ces ministres, encore une fois, faire une minute de silence. Le budget de la psychiatrie en France a baissé de 30% en 10 ans. 30% aujourd'hui, le budget de la psychiatrie. Est-ce que vous entendez dans vos provinces l'ouverture d'un hôpital psychiatrique ou d'un service de psychiatrie? Non. On pousse à construire des prisons, très bien, mais aujourd'hui, il y a des malades qui sont en liberté et qui n'ont pas de suivi psychiatrique. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Marseille. Venez sur la Canebière aujourd'hui ou venez autour de la gare Saint-Charles et vous verrez que dans la journée, il y a des gens qui sont pris en charge la nuit, mais qui ont besoin de soutien psychiatrique. Et encore une fois, c'est le passage à l'acte de quelqu'un qui est malade et qui n'est pas suivi. Et c'est de la responsabilité de l'État de faire le suivi psychiatrique des gens. Là, 30% du budget de la psychiatrie aujourd'hui en France qui est en baisse. Votre deuxième mot, Félix. Fermeté, celle réclamée par Bruno Le Maire sur l'immigration. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, exige de la fermeté dans le texte de loi sur l'immigration porté par le gouvernement. Il s'inquiète que le camp présidentiel puisse, je cite, être accusé de laxisme ou d'angélisme sur la question, selon des propos confirmés par son entourage. Il participait hier soir au bureau exécutif du parti présidentiel Renaissance. Bruno Le Maire appelle les macronistes, je cite toujours, à être clairs sur la politique migratoire. Nos compatriotes attendent de la fermeté et de la fermeté. Alors soyons basiques, faisons de la fermeté. C'est ce qu'il a lancé selon son entourage qui confirme donc ses propos initialement rapportés par Le Figaro. Et allez, avant de passer au troisième mot, vous vouliez réagir rapidement sur l'immigration. Mais je trouve qu'il a raison sur le fond, mais on voit bien la manœuvre derrière. Il ne s'agirait pas tout de même que le parti présidentiel rende absolument obligatoire un 49.3 et donc une motion de censure de la part des Républicains. Oui, puis ça sent surtout la cavalcade personnel de Bruno Le Maire. J'ai l'impression qu'il est plus à droite encore. Enfin, je veux dire, il se positionne. Je pense qu'il essaie de faire oublier un peu ses désagréments et de sortir de son rôle de ministre de l'économie. Donc, il se positionne Matignon et plus tard Élysée, c'est évident. Christophe Madrol. Je partage ce que dit François, c'est une stratégie individuelle de Bruno Le Maire. Matignon, ça va être dur. Mais je pense effectivement, mais les deux, c'est clair aujourd'hui, et il voit très bien que la bataille de l'après-Macron est lancée. On voit le positionnement de Sébastien Chenu, on voit le positionnement de Gérald Darmanin, et on voit aujourd'hui le positionnement de Bruno Le Maire qui était à la traîne. C'est nouveau, c'est ça qui est nouveau. Hein. Je pense que c'est un vrai fait politique hier soir. Hein. Hier soir, je crois que la campagne présidentielle de 2027 a été lancée par Bruno Le Maire hier soir. Je suis d'accord, moi. Je vois tout à fait ça. Allez, le dernier mot avec vous, Félix Mathieu. Le paquebot avec un phénomène intrigant et rarissime. Quand un bateau de luxe déclenche une incroyable vague sur son passage en remontant la Garonne avant l'estuaire de la Gironde à Saint-Louis de Montferrand sur la presqu'île d'Ambès en Gironde, un couple a même vu sa terrasse en bois entièrement détruite par l'eau qui est passée au-dessus des digues de 4,80 mètres. Ça donnait carrément l'impression d'un tsunami, raconte Louise à nos confrères de la chaîne régionale TV7. Elle regardait la télé avec son mari quand elle a entendu le grondement de l'eau en train d'arriver. Il y avait une telle puissance que j'avais des souches, j'avais de tout. Tout ce travail démoli. Puis alors, voyez la Garonne dans quel état elle est. Vous avez tous ces bois, tout ça. Et alors, j'en avais autant sur la pelouse, partout.
Les élus locaux et le grand port maritime de Bordeaux cherchent maintenant à comprendre ce qui s'est passé samedi. Le bateau naviguait-il trop vite sur la Garonne? Toutes les données, pression atmosphérique, vitesse, état de la marée, vont être analysées, mises sur la table. Il a fallu plusieurs dizaines d'employés municipaux tout de même sur les routes et les chemins le lendemain pour déblayer les abords de la Garonne où des navires de ce type pourtant passent régulièrement. Évidemment qu'il naviguait bien sûr trop vite. Moi je me souviens à l'époque, elle n'existe plus, mais il y avait la NGV qui faisait Nice-la Corse. Oui. Et quand la NGV, la navette à grande vitesse passait, moi j'habitais à Nice à l'époque, mais c'était délirant. Quand ils accéléraient même à 1 km au large, vous aviez une vague. Sur la plage, oui. Mais bien sûr, vous aviez une vague énorme qui arrivait et Venise est à peine en train de se sortir du cauchemar de ces super paquebots qui rentrent dans la lagune. Si vous rentrez 1 kilomètre ou quelques nœuds trop tôt, vous submergez. Donc, franchement, sérieux, ils font comme s'ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Bien sûr que c'est un excès de vitesse. Et c'est insupportable, moi, je trouve, non? Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Ton explication, François. Ils n'étaient pas d'accord? Ah non, mais moi je vois les... S'il vous plaît, on n'a pas le temps, on est en retard déjà depuis hyper longtemps. Je suis désolée, mais... T'as qu'à pas être en avance. C'est ça. Le grand débat du jour dans quelques instants. On va revenir sur le trafic de drogue et Manuel Bompard de la France Insoumise propose justement de réfléchir à la légalisation de la drogue. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour l'instant, répondez-nous sur notre compte Twitter et au 0826 300 300. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ensemble jusqu'à 19h, c'est les vraies voix avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois, Christophe Madrol et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. On vous attend bien entendu au standard pour commenter cette actualité et on y va direct et c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il va falloir ouvrir le débat en France sur la question de la légalisation du cannabis. C'est un poison. Et nous devons lutter très fortement contre ce poison qui touche beaucoup de familles françaises. Nous ne protégeons pas les plus jeunes d'entre nous par la prohibition. Il nous faut changer de stratégie. C'est comme la prohibition de l'alcool aux États-Unis dans les années 40. Ça ne fait que stimuler les trafics et on ne lutte en aucun cas contre les consommations addictives. Légaliser le cannabis, moi je rappellerais que le cannabis c'est une drogue. Au Canada, ils l'ont fait. La consommation des mineurs a diminué de 40% sur les 12-17 ans. Aujourd'hui, il ne faut pas s'y tromper. Le cannabis en France est en vente libre. Si on ne légalise pas, si on ne met pas un cadre à tout ça, on peut continuer pendant des années à mener ces actions policières. Et donc après la mort de 3 hommes sur fond de trafic de drogue ce week-end à Marseille, le député LFI Manuel Bompard a invité ce matin à réfléchir sur la légalisation du cannabis en France. Écoutez ce qu'il a dit à ce sujet. Je pense qu'au contraire, la question du débat, il doit s'ouvrir sur la question de la légalisation, y compris parce que ça sera plus efficace pour mener et mettre en place des politiques de santé publique et que ça permettra de tarir un certain nombre de réseaux et de concentrer nos moyens sur les réseaux d'autres drogues, sur les réseaux de trafic d'armes, de trafic d'êtres humains, qui sont des mafias organisées à l'échelle internationale et sur lesquels on a besoin de mettre des moyens d'enquête et d'investigation. Parce que la France est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis avec plus d'1,3 million de consommateurs réguliers selon l'Observatoire français des drogues. Près d'un Français sur 2 en a consommé déjà au moins une fois. Et si on calcule par habitant, il y a 6 fois moins de consommation aux Pays-Bas où les coffee shops sont légaux qu'en France où c'est illégal. Alors vous êtes consommateur, vous n'êtes pas consommateur, vous pensez qu'il faut légaliser ou vous pensez qu'il faut durcir la loi? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Rodrigo Arenas, est avec nous. Bonjour, merci d'être là en direct avec nous. Député de la France Insoumise, vous allez intégrer le groupe d'études sur le cannabis à l'Assemblée nationale et vous avez travaillé sur le sujet en tant qu'ancien président de la FCPE. Philippe Bilger, on va revenir avec vous bien entendu, si vous permettez. Philippe Bilger, une réaction? Alors d'abord, naturellement, ma tendance va plutôt vers le répressif et le refus de la légalisation. Je trouve assez paradoxal qu'on évoque à nouveau ce problème dans une période où manifestement les effets catastrophiques de la drogue se multiplient. Certes, je fais une distinction sans être un spécialiste, puisque je n'en ai jamais pris dans ma vie, entre le cannabis et les drogues plus nuisibles et plus dures, mais il me semble tout de même que l'argument qui consistait à dire que commencer par le cannabis, c'est risquer d'aller vers des drogues plus dures, n'est pas complètement absurde. Et j'ajoute pour terminer qu'au fond, chacun peut
s'opposer des statistiques qui sont interprétées de manière très contradictoire. Françoise Degois. Alors moi je suis profondément de gauche, vraiment, et je n'ai jamais fumé un seul pétard de ma vie. Vous voyez, parce qu'on casse un peu les idées reçues, genre la gauche. Jamais fumé de pétard, Françoise ? Jamais, je déteste ça. J'ai dû tirer une fois sur une bouffée, ça m'a fait déprimer. Mais je pense quand même qu'il faut essayer de raisonner hors émotion. Je ne crois pas du tout que la sévérité ait pu empêcher le dramatique accident à Villeneuve-d'Ascq, même si on durcissait la législation. Je pense que la peur de la législation ne fait rien en réalité, que vous soyez sous coke, que vous soyez sous cannabis. Je pense que quand on réfléchit pas quand on prend sa bagnole et qu'on est coqué à mort, tiens, je risque tant d'années de prison. Pas du tout. Je pense que ça, après, ouvrir le débat, oui, je crois vraiment. Il faut l'ouvrir, il faut, à mon avis, le légaliser. Ça veut dire que on peut mieux contrôler, je pense, à terme. Et de toute façon, tout le monde fume. Moi, je vois en bas de chez moi sur les quais, mais les mômes, ils se cachent même pas. Hein. Ça sent le pétard. H24, je trouve ça, j'aime pas trop cette odeur. Donc voilà, autant légaliser, on coupe certaines filières et on concentre les efforts sur autre chose. Christophe Madrol qui nous vient de Marseille. Ouais, alors bon, ce débat-là, on l'a depuis des années. Toi, t'as déjà fumé, moi, j'ai déjà fumé. Et en plus, j'ai été à l'époque quand Bernard. Non, j'ai arrêté parce que ça me rend paranoïaque. Mais arrivé à 58 ans, ça me rend paranoïaque. Donc, mais bon. Ma position est assez claire. J'ai participé, monsieur le député, à l'époque avec Bernard Kouchner, à la mission interministérielle, et je participais sur la question de la dépénalisation, parce qu'à l'époque, j'étais travailleur social, éducateur spécialisé, et je travaillais avec les points drogue de Marseille. Donc cette question-là a été claire. La question, c'est qu'on est dans une impasse sécuritaire et une impasse de la santé. On voit très bien qu'aujourd'hui, la question de la police, et tous les policiers que je rencontre dans mon action politique me disent, s'il vous plaît, passez à autre chose. On en a marre de faire du chiffre et de courir après des petits délinquants qui ont une barrette de shit dans leur poche, quand on sait combien se fait certains narcotrafiquants en lien avec des pays étrangers où la France commerce allègrement. On le sait très bien, et je l'avais abordé sur ce plateau. On sait très bien, mais je te l'ai dit, on sait très bien que certains... Sur le cannabis, c'est le Maroc. Certains lieux, certaines provinces marocaines, aujourd'hui, se construisent uniquement autour du trafic de cannabis en asséchant l'agriculture et l'eau, puisque le résine de cannabis a besoin d'énormément d'eau et on tue. Et donc aujourd'hui, je finis. Mais t'es pour ou t'es contre ? Non, mais moi je suis pour la légalisation. Voilà, parce que je considère aujourd'hui... On n'avait pas bien compris. Non, mais il faut à un moment donné... Je ne veux pas opposer... C'est-à-dire que je veux expliquer à nos auditeurs le fait aujourd'hui qu'on est dans une impasse sécuritaire et la police demande aujourd'hui qu'on serve du cadre répressif et qu'au niveau sanitaire, il y en a marre de considérer le toxicomane qui fume un joint, je ne vous parle pas de la cocaïne, des drogues dures, comme un malade ou un délinquant. Il faut sortir de un Français sur deux aujourd'hui a fumé un joint. Parmi nos auditeurs, il y a un auditeur sur deux qui a fumé. Et quand il y a toutes les enquêtes, c'était marrant que vous disiez tout à l'heure, Cécile, que 59% de nos auditeurs sont opposés. C'est exactement le résultat de toutes les enquêtes en France, où 60% des Français ne souhaitent pas la légalisation et 40% souhaitent la légalisation. Alors moi j'ai une question que je vais vous poser. C'est de dire, moi je n'ai jamais fumé de pétard, je ne sais pas ce que ça fait, mais quand je regarde les effets de la cannabis, on nous dit la confusion, la somnolence, une capacité réduite à se souvenir, se concentrer, prêter attention ou réagir, l'anxiété, la peur et la panique. Donc que ce soit légal ou illégal, qu'est-ce que ça changera dans le cas de ce gamin qui prend sa bagnole et qui roule à 110 km/h à l'inverse? Qu'est-ce que la légalisation ou la non-légalisation va changer en fait? C'est ça ma vraie question en fait. Alors ça dépend sous quel angle vous le prenez. D'abord il y a les quartiers nord ou ailleurs, il y a aussi l'action de la qualité de ce qu'on fume. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, parce que souvent c'est leur première fumette, ne connaissent pas vraiment le dealer qui va leur vendre du cannabis. Et donc, il y a aussi un effet d'aubaine où on leur vend du cannabis qui est de très mauvaise qualité. Et pour le coup, l'impact sur la santé est pire que si le cannabis était contrôlé, comme la cigarette d'ailleurs. Mais est-ce que ça change? Est-ce que même si c'est légal, il y aura pas de la vente à côté ou sous le manteau? C'est comme pour toutes les drogues, c'est comme tous les produits qui altèrent la perception, qui altèrent la santé, l'alcool, la cigarette, on en a parlé. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de santé publique et aussi en termes de sécurité, par rapport à la personne du jeune ou aussi par rapport à l'autre, l'alcool et la cigarette ont plus d'impact en termes de santé sur l'autre et sur soi que le cannabis. Ça, c'est une réalité. Et ça, moi, je n'y peux
citoyens sont les statistiques. La question qui se pose, c'est que, c'est d'ailleurs ce que disait Vicente Fox, qui était l'ancien président du Mexique, qui avait collaboré avec les États-Unis, avec la DEA, avec la CIA, enfin c'est du lourd comme on est en train de parler, et qui disait très clairement à l'ONU, on ne gagnera pas la guerre contre la drogue, on ne gagnera pas la guerre contre les cartels. Donc une fois qu'on a pris acte que cet affrontement est déséquilibré, la question c'est comment on protège les enfants. Et comment on protège les enfants, je suis de parti pris de dire que la meilleure façon c'est d'éduquer. De la même façon que quand on éduque un enfant à boire en famille, parce qu'en France par exemple la consommation d'alcool pour un jeune est légale, à condition que l'adulte ne lui permette pas d'aller jusqu'à l'ébriété. Et c'est là où l'adulte est responsable par rapport à l'enfant. Et je pense que nous devons avoir ce comportement responsable en direction des jeunes et des moins jeunes pour faire en sorte que consommer du cannabis, consommer une drogue de façon générale n'est pas quelque chose d'anodin et que nous avons le devoir individuel dans le cadre familial mais collectif dans le cadre de la loi et des règlements de protéger les enfants de ça. Et manifestement aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de le faire, donc il faut ouvrir le débat, mais de façon sérieuse. Mais vous êtes plutôt pour la légalisation ou pour la dépénalisation? La dépénalisation, c'est-à-dire que vous êtes pris avec 10 grammes de cannabis ou 1 kilo, comme l'Espagne en tout cas passe, ou la légalisation, c'est vendu dans des coffee shops comme aux Pays-Bas. Et comme en Italie, hein, tu sais que tu as du CBD doux qui est vendu partout en Rome. Ou au Portugal, ou dans d'autres pays aussi. Alors le Portugal a été même plus là, puisqu'il ont dépénalisé toutes les drogues, y compris les drogues dures. C'est vrai, mais c'est dépénalisé, c'est pas légalisé au Portugal. Absolument. Et vous avez raison de faire la susciter. C'est pour ça que moi aujourd'hui, ce que j'en pense, c'est qu'il faut ouvrir le débat à l'Assemblée nationale, parce que personne n'a raison d'une certaine façon, mais tout le monde a raison en même temps, parce que tout le monde soit connaît quelqu'un, soit un avis, soit a lu un livre, etc. Moi, mes deux parents étaient éducateurs spécialisés dans les quartiers de Seine-Saint-Denis, donc je connais très bien la réalité. Ça rend des enfants et les filles après ? Comment ? Ça rend des députés filles en tout cas, ça engage. Je n'écoute pas cette émission. En tout cas, ça engage un fils d'exilé politique à rendre à la France ce qu'elle lui a donné. Ça, c'est certain. Je te suis et puis j'adore ce que tu fais. Donc la question qui se pose pour moi aujourd'hui, j'ai mon avis personnel sur la question. D'abord parce que j'ai travaillé en Seine-Saint-Denis avec un maire qui s'appelle Stéphane Gassillon, qui a posé les questions, qui a mis les pieds dans le plat et qui l'a payé cher d'un point de vue politique d'ailleurs, parce qu'on paye le courage, le maire de Sevran, absolument, qui s'est engagé résolument là-dessus. Moi, je militais avec lui en tant que citoyen, etc. Et puis je m'engageais à ses côtés. Ensuite, j'ai été, comme vous l'avez dit, président d'une fédération de parents d'élèves. Et quand j'expliquais à l'Assemblée nationale que les écoles servaient de lieu de stockage pour la drogue, y compris parce que les gamins, on leur demandait d'aller chercher le cannabis qui était caché, etc. Donc, aujourd'hui, ça a gangréné la société. Donc, on ne parle pas de la drogue aujourd'hui, on ne parle pas du cannabis comme on parlait il y a 30 ans. Et pour ça, il faut ouvrir le débat. Donc, je ne préjuge pas de ce que décidera l'Assemblée nationale, mais je préjuge du fait que si on ne s'empare pas du sujet, alors c'est le populisme qui s'en emparera. Je vous pose encore une petite question. Je laisse la parole aux vraies voix parce que c'est plutôt eux. Juste de dire, vous parlez d'éducation et donc ça veut dire que si on légalise le cannabis, ça veut dire que les parents vont fumer tranquillement à la maison. Mais non. Mais non, Vasile. Pourquoi ça se passe pas comme ça en fait? Non mais attendez, vous plaisantez. Cette question-là, Françoise, cette question depuis 30 ans est chargée de fantasmes. Rappelez-vous les écrits d'Olivenstein. Mais si c'est légal, c'est comme une cigarette ou un verre de vin. C'est-à-dire que, moi par exemple, je ne bois pas du pastis tous les soirs. Je ne bois pas du pastis tous les soirs devant mes enfants. La question de l'éducation. Tout à l'heure, notre ami parlait de la question du THC. Tu fais pas un repas avec tes enfants, tu m'expliques que tu vas pas voir tu vas pas boire un verre de vin avec ton épouse, avec tes enfants. C'est deux choses différentes ce que vous dites. C'est consommer un verre d'alcool en famille devant les enfants, certes, mais se bourrer la gueule devant les gamins, ça c'est autre chose. Donc voilà, il y a un aspect éducatif et c'est là où l'éducation entre nous. Rodrigo, la question qu'elle pose, c'est-à-dire qu'à la fin du dîner, tu bois un verre avec tes enfants, donc tu te bourres pas la gueule pour reprendre votre charmante expression, mais ça veut dire que tu te roules un joint pour te détendre, tu te roules un joint de rouler une cigarette. On est bien d'accord qu'il y a un rôle éducatif dans tout ça, y compris les parents. Si tu prends un verre, Philippe est perdu. 0826. Au contraire, vous n'estimez pas la responsabilité des parents dans les enfants. 0826 300 300. Jean-Pierre est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre, vous nous appelez de Marseille. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour. J'ai entendu votre antenne et puis mention spéciale à Monsieur Madrol que je connais un peu. Voilà. Non, il est top, on l'aime bien. Pas dans ce débat, mais on l'aime bien. Ça va. Sur ce débat-là, sur cette question-là comme sur d'autres, on ne sera pas d'accord. Moi, je suis contre l'idée de légaliser. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, il y a un trafic de cigarettes important que M. Madrol connaît peut-être, juste à côté de la Canebière. Dans le quartier de Noailles, Jean-Pierre, vous pouvez le dire.
Ça n'empêche pas, donc pourtant le tabac c'est légal et ça n'empêche pas le trafic. Donc légaliser ne va pas empêcher le trafic du tout, donc ça ne sert absolument à rien. Et c'est la tendance naturelle, malheureusement, de ce côté de l'échiquier politique. On a un problème, on n'arrive pas à le résoudre, ben légalisons, renonçons. Donc moi je renonce pas. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Pardon. Voilà. Donc moi je suis au contraire partisan d'appliquer les lois aussi durement qu'elles peuvent l'être appliquées, que les juges aient moins de marge de manœuvre pour moduler les peines et qu'on soit dans une sévérité absolue. La différence entre un verre de pastis ou un paquet de cigarettes, c'est qu'après un joint on peut pas aller travailler. Après un joint, on n'est pas en état de travailler, on n'est pas en état d'assumer un rendez-vous, d'assumer une vie sociale. Ça détruit la société. Et je suis fasciné d'entendre des députés ou des élus ou des journalistes dire qu'on peut légaliser. Enfin, ça détruit le cerveau. Ok, vous avez votre point de vue. Juste une question, juste un point sur la cigarette. Pourquoi le trafic existe dans plein de pays quand vous voyez balader en Afrique et partout? Parce que c'est le prix du paquet de cigarettes qui joue là. C'est pas simplement... C'est-à-dire que vous comparez des choses qui ne sont pas comparables. Il y a du trafic de cigarettes parce qu'aujourd'hui les cigarettes légales valent 11 € dans un bureau de tabac et que vous les avez à 3 € à la Canebière et encore moins cher à l'aéroport de Dakar, elles sont à 1 € la cartouche. Je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans. Oui mais le shit c'est pareil. J'aime bien l'intervention de notre auditeur. Non mais sans forcément aller jusque là parce que je crains que le laxisme a tellement été en œuvre qu'il serait très difficile de revenir à une répression de ce type. Mais j'aimerais poser à Rodrigo une question. Sur le plan pénal, est-ce que vous ne craignez pas que, au fond, cette attitude qui montre qu'on voudrait légaliser parce qu'on est dépassé précisément par l'immensité du problème, puisse gangrener un ensemble de répression pénale au pluriel dans d'autres délits, où la justice est impuissante et finalement on pourrait dire, mais au fond, on baisse les bras. Non, parce que je pense que les Françaises et les Français et ceux qui sont nos compatriotes sont des gens responsables. C'est pas parce que vous avez une personne sur deux qui fume du cannabis que c'est des délinquants en puissance. De la même façon, c'est pas parce que dans les fêtes de famille on consomme de l'alcool que les gens sont des délinquants en puissance et qui vont prendre le volant. Déjà d'acheter de la drogue, vous êtes quand même hors cadre. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour autant que quand ils ont une consommation privée d'un produit qui les met dans un état second, que ce soit l'alcool, la cigarette ou le cannabis ou d'autres drogues, ils le fassent dans l'intention de nuire à l'autre, si ce n'est nuire à leur propre santé. Tout le monde en est conscient, tout le monde sait que c'est pas un geste anodin. Ceux qui disent ça sont hors sol. En revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la lutte contre le trafic de stupéfiants, en l'occurrence de cannabis, si on sortait d'une situation de prohibition où les trafics prospèrent là-dessus, comme sur la cigarette ou autre, on économiserait plus de 300 millions d'euros pour la police qui en ont bien besoin pour faire d'autres choses, qui pour le coup nécessitent une intervention, comme disait Manuel Bompard, sur les droguures, sur le trafic de stupéfiants, de dur, sur la prostitution des jeunes filles aussi, qui est liée à tout ça. Et aussi, ça permettrait aussi de dégager, si une sorte de seïta, comme on dit souvent de façon schématique, une seïta du shit se mettait en place, on est en train de parler entre 2 et 3 milliards de revenus. Donc c'est autant d'argent dont on a besoin justement pour la prévention et l'éducation. Et moi je crois excusez-moi, parce que ça c'est un sujet que qui m'anime beaucoup. Oui, bien sûr, ça a l'air, vous avez raison. Oui, non mais vous avez raison, c'est un vrai sujet de santé publique. Françoise disait, il y a du trafic de cigarettes parce que le prix est trop cher. Si le cannabis était de bonne qualité, il serait plus cher. Il est très mauvais, il est de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'il est moins cher. Juste un truc. Je finis, pardon. Je finis juste. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, vous m'avez coupé, pardon, excusez-moi. Allez-y François, je reviendrai tout à l'heure. Je voulais simplement vous dire que j'ai des exemples aux États-Unis. J'ai une partie de ma famille qui habite aux États-Unis, qui a beaucoup de jeunesse. Je prends l'État de Washington, par exemple, Seattle, ou l'Oregon, etc. La sévérité, pour répondre à notre auditeur, les lois sont extrêmement sévères, y compris, vous n'avez pas le droit de fumer avant l'âge de 21 ans. Fumer, simplement, des cigarettes, ça n'empêche absolument pas. Sur tous les campus de toutes les universités de l'État de Washington et d'Oregon, tous les ados fument. Donc, ça veut dire que la peur, en tout cas, pas plus qu'en Californie où c'est légal. Mais la peur du gendarme fonctionne pas. Jean-Pierre, simplement, Jean-Pierre, si vous êtes encore en ligne, moi je suis élu marseillais. Quand je vois nos enfants
nos minots, nos guetteurs, nos snouffeurs tomber sous les balles. Quand on voit le trafic qu'il y a, quand j'entends tous les syndicats de police, pour une fois qu'ils sont d'accord, nous dire qu'il faut qu'on ait une mesure vis-à-vis de la légalisation ou au moins de la dépénalisation, parce qu'aujourd'hui l'État doit s'en priver. Et quand on voit l'Espagne, la Hollande, le Canada, où la baisse de consommation, c'est moins 40%. Mais vous pensez que les trafiquants de drogue, ils vont lâcher l'affaire en disant il n'y a plus de cannabis, on arrête de travailler? C'est nous qui reprenons, c'est l'État qui reprend. Comme la prohibition aux États-Unis. Mais ils vendront d'autres drogues. Mais non, mais on gagne, mais Rodrigo a raison, on ne gagne pas la guerre contre les cartels. Cécile, toutes les études nous montrent qu'il n'y a pas ni d'accoutumance entre les drogues douces et les drogues dures, tous les scientifiques vous le disent, et qu'au niveau des marchés économiques, il n'y aura pas de transfert entre les vendeurs de shit et les vendeurs de cocaïne. On repart au zéro. Les effets dont parlait Cécile, quand on prend du cannabis régulièrement, sont décuplés. Oui, mais le problème, c'est un problème mental, c'est pas un problème d'utilisation, c'est l'éducation à l'éducation, puisque de toute façon, on n'a pas le choix. On repart au 0826. Et je baisse pas les bras, Jean-Pierre. Hein. On repart au 0826 300 300. Notre vraie voix du jour, Marie-Alice, est avec nous et elle est infirmière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut légaliser ou pas, Marie-Alice? Alors, moi, je suis contre. Tout à fait contre. On est face à une misère sociale. Les gens, alors en plus déstabilisés du fait du Covid, etc. La crise. On a une espèce de recherche d'Eldorado ou de je ne sais quoi. Ce qui est certain, c'est que moi, dans mon cadre personnel et dans mes patients, j'ai des gens qui fument, qui fument devant leurs enfants. Et moi, je vois ce que ça peut entraîner au niveau social. C'est des gens qui ont décroché et qui ne vivent que pour ça. Donc, quand on dit effectivement que le cannabis ne provoque pas plus d'effets que cela, moi, je ne suis pas d'accord. C'est effectivement des gens qui se marginalisent, qui après vont à l'argent facile. Et l'argent facile, c'est quoi? C'est devenir vendeur à son tour. Alors, attention, là, vous décrivez un schéma qui n'est pas le schéma collectif. Marie-Alice, sérieusement, vous ne pouvez pas penser sérieusement que le Français sur deux qui fume va se transformer dans ce que vous êtes en train de décrire. Ça pour le coup, c'est peut-être un petit peu. On n'a plus le temps, malheureusement. Marie-Alice, merci beaucoup. Rodrigo, oui, elle reste avec nous. Rodrigo Arenas, restez avec nous. Vous allez participer au quiz de l'actu. Débuter les filles. Merci en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. C'est un sujet complexe. Bougez pas, on arrive à tout de suite. Bienvenue les amis, c'est le moment qu'on aime beaucoup avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Christophe Madrol. Et puis on a gardé Rodrigo Arenas qui va peut-être nous aider. Mais non, vous allez pas. Allez tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et bien entendu, Marie-Alice est avec nous. Alors Marie-Alice, vous allez pouvoir choisir. Rodrigo se mettra du côté de la majorité, si je puis dire. Pour une fois que les gauchistes, on sera dans la majorité, si tu veux. Il paraît que le bourgeois, il paraît que j'ai du côté de la majorité, c'est vrai. Je me retrouve avec quelqu'un de gauche comme moi sur le même plateau depuis des mois. La France intelligente. Toi, ça va, le centriste fou. Les amis, le centriste, s'il vous plaît, on perd du temps. Marie-Alice, vous voulez jouer contre qui? Monsieur Marot, là. Ah bah c'est un bon choix. Bravo. Qu'est-ce que vous avez tous contre moi? L'influence. C'est tellement fort au quiz. Attention, qui c'est qui l'a dit? Écoutez, qui c'est qui l'a dit en France en 2023 face à une crise indiscutable? Quand on est en responsabilité, il faut savoir écouter le peuple quand il dit non. Elisabeth Borne. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. C'est plus ancien. Il fut locataire de Matignon il y a longtemps. Bah c'est Fillon. Non, Jules plus longtemps. Oh là là. Pompidou, De Gaulle. Non, il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Fillon. Non. Valéry Giscard d'Estaing. Il aurait pu être président. Chaban Delmas. Non.
Fabius. Il est encore vivant. Il aurait pu être président. Jean-Luc Mélenchon. Non, il est mort. Non, il est encore vivant. Tu m'écoutes pas? Mais non, Raffarin de gauche. Attendez, qu'on se calme. Stop. Il y a Edouard Philippe. Lionel Jospin. Personne n'a cité Lionel Jospin. Alors là, on l'a vu oublié. Il est passé sur les radars. Oh, les mecs de gauche. On n'a rien à foutre, en fait. franchement, Il vous a tellement sidéré, Jospin. Là, ça s'appelle des profundis. Là, pour être oublié à ce point, allez. Second, qui c'est qui l'a dit? Dans la gauche, plus rien. Qui c'est qui l'a dit? Je préfère une opposition qui propose plutôt qu'une qui se contente de tout contester. Macron. Non. Véran. Bonne réponse dans le casque. C'est moi qui dis Véran. Vous êtes ensemble. Ils sont ensemble. On a gagné. Marie-Alice, bravo. 2 points et pour Françoise. Marie-Alice. Ah, sa gueule. Hein. Qui c'est qui l'a dit en répondant au député RN Jean-Philippe Tanguy? Je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux. Ah, c'est sur le journal Marianne et les autoroutes. Oui, sur le journal journal Dupond-Moretti, mais non, c'est Clément Bonne. Bonne réponse de Françoise Degois. Allez, elle est forte, elle est forte. Tu le vois tout à l'heure. 4-0. Faut vous réveiller. Est-ce que je balance tes repas? Christophe Madrol, alerte enlèvement là. Il repart. Mais moi, je passe pas ma vie à regarder les émissions Allez, comme 30 Françoise secondes. Degois. Avec Moi, je je fais regarde les dépêches, je suis journaliste, ça s'appelle, tu sais. Allez. C'est à vous, Cécile. La question, je la pose. Ah non, alors c'est à moi. Ça, c'est Qui fait. c'est qui l'a dit sur la réforme du RSA? Suspendre, ce n'est pas radier. Du soft. Bonne réponse de Françoise Degois. Allez, on continue. Qui c'est qui l'a dit sur les propositions des LR sur l'immigration? Ils font de l'agitation pour changer de Bruno Le sujet. Maire. Essayez de faire oublier leur division. Il y a qui au gouvernement là? Alors là, si vous ne trouvez pas, Rodrigo les deux, Renas, là, les deux, c'est c'est l'incident diplomatique. Bah, Non. c'est vrai. Bompard. Là, on a fait exact. Pour une fois qu'il gagne à gauche. Dis-moi, tu suis pas vraiment ce que dit pas Allez, là. il reste- Non, parce que moi, le seul patron, c'est mes enfants. Donc voilà, comme ça, on va faire simple. Ah, ouais. Merci Est-ce qu'on Marie-Alice. peut rappeler le score? Écoutez, 8-0. et voilà, 8-0. Bravo Christophe Madrol. Christophe, Vous revenez quand quel vous voulez. dommage. Allez, on revient dans un instant. On fait une petite pause, les amis. Merci de nous écouter tous les jours. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. C'est étonnant dans les vraies voix. Dès qu'il y a un Marseillais, ça y est, c'est le bordel. Mais en vous écoutant régulièrement, Madame le Minibus, j'ai l'impression que c'est un peu le bazar régulier dans cette émission. mais pourquoi vous dites Je ne peux ça pas dire, mais je ne suis pas parce que. Et d'ailleurs, j'en ai marre qu'on stigmatise les Marseillais systématiquement. On adore. Vous savez qu'on les aime, les Marseillais. Et on les embrasse. mais tu sais, Et d'ailleurs, Et on sera avec eux dans quelques jours. Non mais, D'ailleurs, mais tu vois, c'est le vieux Marseille, c'est la vieille image de Marseille, c'est le vrai ventilateur, le gars. Le gars, il fait du bruit avec la bouche, il est génial, c'est le ventilateur, tu vois. Mais on l'adore, on l'adore. C'est mais l'arroseur automatique. mais c'est un Françoise de mytho. Gaulle, rappelle-moi tes origines niçoises. Non, pas du tout. C'est vrai que je suis du Sud aussi. Mais t'es un mytho, voilà, c'est tout. Le gars qui est capable, de nous dire que jamais il boit un verre de vin devant ses enfants. Ah non, mais ça. Et moi, je le crois. Oh, mais toi, le mytho 2, tu vois. Le pastis ne n'est pas de l'alcool. Les Marseillais, d'accord. Le pastis n'est pas de l'alcool. D'accord, donc l'abus d'alcool. Voilà, c'est tout. Le pastis, à consommer avec modération, c'est pour l'ARCOM. Les amis, allez, on y va. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. On plaisante. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et attention, Philippe Bilger, c'est pour vous le coup de gueule sur la responsabilité des juges. Écoutez, Oui, Karen, infirmière du CHU de Reims, âgée de 38 ans, est décédée après avoir été poignardée. Ce serait un triste fait divers si on ne connaissait pas le pédigré de l'auteur du coup mortel qui a poignardé aussi une secrétaire médicale qui, Dieu merci, est encore en vie. On apprend aujourd'hui qu'il avait poignardé 4 personnes le 20 juin 2017 alors qu'il était résident d'un ESAT. Une infirmière, un animateur, une aide-soignante et un chef de service avaient été blessés. L'une des 4 victimes atteinte à la prélèvre avait dû être hospitalisée. Alors après 5 ans d'enquête, le juge d'instruction en charge de cette affaire de violences aggravées avait estimé que l'agresseur était susceptible d'être déclaré irresponsable pénalement, son discernement ayant été aboli au moment des faits. Il n'avait pas prononcé de non-lieu mais avait transmis le dossier au procureur de la République dans le but d'une saisine de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui devait statuer vendredi. Il avait été également mis en examen en 2022 pour violences aggravées suivi d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Alors 2 questions se posent. La première est comment un type qui a poignardé 4 personnes peut-il être en liberté et en poignarder 2 autres, sa place étant soit en asile psychiatrique, soit en prison. La seconde question est, ne faut-il pas chercher des responsabilités chez ceux qui l'ont laissé en liberté? Une question qui peut paraître incongrue dans un pays où le responsable n'est pas coupable et la règle depuis des années, où la loi est mal faite, où certains juges sont incompétents ou irresponsables, et ne faudrait-il pas les sanctionner?
Et voilà. Je continue à adorer la bouille de Philippe quand il s'indigne. Oui. C'est comme François Cluzet qui joue dans des rôles tragiques qui me fait rire. Enfin, plus sérieusement, c'est terrible ce que vous évoquez. Je suis totalement d'accord sur le second point. Si j'étais garde des Sceaux, à chaque fois qu'un dysfonctionnement paraît avoir été subi et commis, je tenterai de vérifier où l'erreur s'est produite. Il n'y en a peut-être aucune. C'est peut-être, comme le disait Christophe tout à l'heure, notre pénurie dans le domaine psychiatrique qui crée de terribles désagréments et préjudices, mais ça mériterait d'être regardé de très près. Je n'oppose pas les deux, Philippe. Pardon. Vas-y. Je n'oppose pas les deux. Moi, j'entends le coup de gueule de Philippe David et je le partage en grande partie. Ce que j'oppose pas, le manque de moyens dans la psychiatrie est réel. On parlait tout à l'heure en antenne avec les députés dont ses parents sont éducateurs. Moi, j'ai été éducateur spécialisé avec des enfants autistes. Le lieu de vie que j'ai créé à Aubagne a dû fermer par manque de moyens. J'ai dû remettre 8 enfants, d'accord, en prison. Parce que je n'avais plus... Aubagne, carrément. Oui, à Aubagne, c'est qu'elle le dit. Aubagne. À Aubagne, voilà. Parce qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires. Moi, je m'excuse, j'aime bien la nuance de Philippe Bilger, parce que j'en ai marre qu'on remette à chaque fois 1 euro dans la machine à taper sur la justice. Nous ne savons pas du tout quelles sont les circonstances réelles qui ont amené ce magistrat à faire ce choix. Et par ailleurs, j'en ai marre qu'on mélange insécurité. Là, on repart dans la généralisation qui fait qu'on s'attue tout débat. Là, on est en train de parler d'insécurité. Là, on parle d'un type qui est malade psychiatriquement. Oui, mais que fait-il en liberté? Mais alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il est en hôpital de jour? Est-ce qu'il est soigné? Est-ce qu'il est en hôpital de jour? Est-ce qu'il a des psychotropes très forts qu'il a refusé de prendre? Est-ce qu'il a refusé de prendre sa piqûre retard, par exemple? Non, ça vaut rien. C'est comme le malade qui avait décapité, vous vous en souvenez, c'était terrible, à l'hôpital Saint-Lé-Capot, qui avait décapité une infirmière. Nous ne savons, je ne refuse de participer de cette grossièreté qui consiste à chaque fois à tout mélanger. Là, on ne parle pas d'insécurité. Heureusement, j'ai envie de dire, je suis un peu méchante qu'il ne s'appelle pas Mohamed, parce que alors là, on partait en édition spéciale, pas chez nous, bien sûr, sur l'insécurité, l'immigration, etc. Là, c'est une folie. C'est un type complètement barjot. Et je n'ai pas envie de taper gratuitement sur les magistrats, car je trouve très dangereux qu'on tape à tout sujet sur les magistrats. Taper sur la justice en permanence, c'est participer de l'effondrement de la République. Je suis désolé de vous le dire, mon vieux. Et surtout, c'est pas le magistrat. Moi, je comprends pas qu'en poignardant 4 personnes, on soit libre. Non, mais Philippe, il faut enquêter. Il y avait une erreur. C'est pas le magistrat qui décrète les responsabilités. Moi, je veux savoir s'il y a des responsables. Non, mais vous avez dit que le magistrat a décidé les responsabilités. Ça n'est pas lui. Non, j'ai pas dit ça. Tu tapes sur le magistrat. Au début de votre Françoise, la date, c'est 2017. On est en 2023. J'entends tout ce que vous dites. Je dis juste que globalement, c'est mon prolégomène à moi. Je ne peux pas supporter qu'on mélange absolument tout et qu'inlassablement on cogne sur la justice. C'est comme ça qu'on affaiblit la République. Vous savez ce qui arrive, hein, quand comme des loups tout le monde hurle sur la justice, parfois sans raison, parfois avec raison. Eh bien on sait très bien ça ouvre la porte à qui, on le sait parfaitement. À toutes les fenêtres. Merci beaucoup. Tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et une fausse alerte au crocodile a semé un vent de panique à Bergerac et sur Facebook. Le quai Garriga est fermé à la circulation suite à la découverte d'un présumé crocodile dans la Dordogne. Nous vous invitons à éviter le secteur et à ne pas approcher des lieux. Message publié hier après-midi sur la page Facebook de la ville de Bergerac. Un passant avait appelé les secours après avoir aperçu l'animal dans la rivière. Une dizaine de pompiers, dont des plongeurs, se sont rendus sur place dans l'après-midi, rejoints par la gendarmerie et par l'Office français de la biodiversité, des spécialistes qu'on aperçoit sur des vidéos en train d'utiliser des perches, des filets pour approcher prudemment la bête. Malheureusement, l'animal est bien décédé. Un grand bravo aux SDIS 24, écrit la page Facebook de la municipalité. Sauf que quelques minutes plus tard, de nouvelles photos et une mise à jour publiée sur Facebook par la ville de Bergerac. Des photos du fameux crocodile en métal.
Très réaliste, cela dit, il y avait de quoi s'y méprendre. Fausse alerte, il s'agissait d'un faux crocodile. Tout va bien, écrit la page Facebook de Bergerac. La municipalité préfère le prendre à la rigolade, mais certains administrés s'agacent quand même dans les commentaires. Ils se demandent si ce serait pas l'œuvre d'un plaisantin qui aurait volontairement conduit les pompiers à se déplacer et à plonger pour rien. C'est caïman dangereux, non? Non, mais c'est vachement flippant, surtout. Cyrano aurait aimé. Autre vidéo qui circule sur les réseaux, celle de l'Assemblée Générale de Shell, interrompue à Londres. Le PDG de l'entreprise pétrolière avait à peine commencé à parler lorsque... Excellent. Allez, en enfer, Shell, scandent des militants écologistes dans la salle, accompagnés par une centaine d'autres venus en renfort à l'extérieur. L'AG a dû être interrompu près d'1 heure. Les agents de sécurité de l'entreprise ont tout de même réussi à empêcher ces activistes de monter sur scène pour prendre la parole. Plusieurs associations d'ailleurs envisagent d'ores et déjà d'en faire autant dans 3 jours pour l'Assemblée Générale de Total Énergie. Merci beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, j'étais un peu secoué. Vous restez avec nous. Je suis désolée. J'ai plus le temps, mais dommage. On est en retard. J'ai découvert que certains ministres avaient des actions de Total Énergie. Vous pensez que quand on était ministre, on n'avait pas... Non, tu as le droit d'en avoir, il faut juste les déclarer. Il faut les déclarer, c'est tout. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, et on va revenir dans le coup de projecteur sur l'attaque au couteau et sur cette infirmière décédée. 0826 300 300. Et avec cette question aujourd'hui, travailler à l'hôpital est-il devenu un métier à risque? Vous dites oui en majorité sur notre compte Twitter. On vous souhaite la bienvenue et à tout de suite. Et c'est le retour des vraies voix pour cette deuxième heure avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Christophe Madrol, président de l'Union des centristes et écologistes, conseiller régional Sud. Et Mytho 1 et Mytho 2. Françoise Degois, si vous avez raté l'émission depuis le début, m'a insulté de mytho, d'écolo centriste, c'est ce que tu es. d'écologie centriste fou. Non, t'es pas le centrisme autoritaire de Macron. Et en ça, je te remercie parce que Orban, par exemple, c'est le centrisme autoritaire, tu vois, en Hongrie. Orban centriste, toi. Il a commencé au centre. Tu as raison. Il n'y a pas qu'à la maternelle qu'il y a une cour d'école, même chez les vrais voix. Excusez-moi, le centrisme autoritaire est véritablement un courant qui est défini historiquement et qui, je pense, est en train de... Je me sentirais assez dans cette veine. Non, toi, t'es réactionnaire, pas autoritaire. C'est presque un nanar de droite. J'aime bien centriste autoritaire, ça me plaît bien. C'est comme le parti révolutionnaire institutionnel. Le centrisme autoritaire, ce n'est pas Jartel et Fouet. Alors, on va faire un truc simple. La centriste autoritaire, c'est moi. Alors, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Je sais pas si c'est plus centriste. On va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est sûr que ça va pas nous arriver d'être fatigué. Philippe Bilger voulait revenir sur ce tour de table, une plaignante qui dénonce l'omerta dont Gérard Depardieu a bénéficié. Pour Michel Houellebecq, les femmes mentent à son sujet. Oui, j'ai trouvé très intéressant dans Mediapart ce matin l'entretien avec, je crois que c'est Florence Arnoux, l'une des qui avait connu Depardieu alors qu'elle était toute petite sur ses genoux, et elle indique qu'elle confirme évidemment, selon elle, avoir été victime de 2 agressions, 2 viols, exactement à 8 jours d'intervalle, et elle en profite pour dénoncer l'omerta dont, selon elle, Gérard Depardieu a bénéficié. Alors, j'ai vraiment l'impression, à la suite de discussions presque privée et de la lecture des journaux qui parlent de Gérard Depardieu, qu'on peut considérer tout de même que pendant des années, on n'a pas osé parler de ce qui était de notoriété publique et cinématographique, c'est-à-dire une sorte de vulgarité admise dans ses gestes, dans ses attitudes, dans ses propos, et qui est d'autant plus choquante, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable de tout ce qu'on lui reproche, mais qui était d'autant plus choquante qu'il y a un metteur en scène, Fabien Antenne, non, c'était pas lui, Francis Weber, qui un jour, dans un film, l'avait vu avoir ces comportements très choquants. Il lui a dit, écoute, si tu n'arrêtes pas, je te fais partir du film. Eh bien, Depardieu a obtempéré, donc il était possible de lui faire cesser ses salacités, ses vulgarités, et c'est dommage. Donc c'est un peu, je trouve, au moins MeToo sur ce plan-là,
là, si on respecte la parole des femmes en admettant aussi qu'elles puissent parfois se tromper, je trouve que MeToo a eu des effets très bénéfiques. Françoise Degois. Oui, de la même manière. Après, je pense qu'il y a les excès. Moi, j'ai toujours défendu MeToo parce qu'à un moment donné, le couvercle doit sauter. Après, c'est vrai que quand le volcan se réveille, peut-être que ça part un peu dans tous les sens. Mais oui, bien sûr, il n'y a plus de vaches sacrées. Moi, je trouve ça assez intéressant qu'il n'y ait plus de vaches sacrées, de monstres sacrés dans ce domaine. Christophe Madrol. Concernant Gérard Depardieu, il est hors norme. Et tu as raison, quand Francis Weber dans La Chèvre avait repris effectivement ses propos pour le calmer, il entend, il n'est pas idiot. Ensuite, la question de MeToo, on l'a déjà parlé, bien sûr, la libération de la parole de la femme est nécessaire. Et qu'il y ait eu dans le cinéma, dans le spectacle, dans la politique, on l'a vu, dans le journalisme, des choses dégueulasses qui soient passées pour s'approprier des postes ou pour monter dans l'échelle ou se retrouver sur des listes électorales, et on en a tous connu, c'est à dénoncer et à dire effectivement que c'est dégueulasse. Ensuite, la parole des femmes, c'est comme toute parole. Il y a des femmes qui vont s'utiliser leur parole pour pouvoir incriminer un homme et mentir, comme des hommes vont mentir, comme on parlait tout à l'heure des enfants vous avez raison Cécile, je me suis renseigné, effectivement il y a des chauffeurs qui ont 8 ans qui contrôlent les trafics de drogue, et j'y croyais pas, mais j'ai vérifié sur internet, effectivement 8 ans, il y a des jeunes, il y a des enfants qui mentent, donc le mensonge fait partie aussi du MeToo, mais voilà, c'est bien que la parole des femmes se soit libérée. Il nous reste 3 minutes 20 pour 2 tours de table. Françoise Degois, les annonces d'Olivier Dussopt sur le RSA vous font réagir. Oui, je suis vent debout, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de l'être? C'est complètement délirant. Moi, j'en ai marre de ce gouvernement, vraiment, qui est évidemment implacable avec les plus fragiles et évidemment d'une veulerie sans nom avec les plus forts. J'entends les gens qui ont beaucoup d'argent, la non-taxation des dividendes ou des super profits. Et là, Olivier Dussopt nous annonce droit dans les yeux, assez benoîtement, qu'on va avoir peut-être une suspension du RSA comme punition. Punition de quoi? Les gens qui touchent le RSA, moi je veux bien qu'on considère que c'est une bande de fumistes qui profitent du système. La plupart des gens qui touchent le RSA sont tous des gens qui sont quasiment au bord du chemin. Là, c'est le dernier filet, le RSA, qui les maintient encore dans la société. On va suspendre ce dernier filet. Quel est le sens? Pourquoi fait-on ça? Quel est le sens? Quel est le but de punir et de mettre des règles intenables à des gens qui n'ont déjà quasiment plus rien pour 1000 raisons. Il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un peut se retrouver au RSA. Moi, j'ai quelqu'un d'assez connu, dont je tairai le nom, qui m'a avoué l'autre jour en larmes, je suis au RSA. Donc, vous comprenez, on ne sait pas. On peut tous tomber au RSA. Et que ça vienne en plus d'Olivier Dussopt, qui a signé toutes les motions du congrès du PS, il était encore plus à gauche que moi pendant des années, qui vient de nous expliquer que c'est pour le bonheur des êtres humains, ça m'écœure. Je suis absolument écœuré par ce comportement. Très court, Philippe Bilger, mais alors, très court. Je n'ai pas vu ça, mais j'ai lu récemment dans Le Monde d'une grande spécialiste du droit du travail, Dominique Méda, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur le RSA. Et sans doute, elle serait de votre avis, François. Oui, je pense. Très court ou votre tour de table, Christophe Madrol? Pas de commentaire, je partage complètement l'admiration de Françoise. Et en plus, le RSA, paraît-il qu'il y a même pas 1%. Il le demande. Qui pourrait tricher 1%. Bien sûr. Mais arrêtons de délirer. Allez, Christophe. Puis, voilà. Christophe, vous sur les annonces d'Elisabeth Borne sur la planification écologique. Alors moi, j'ai attendu avec intérêt qu'Elisabeth Borne puisse hier annoncer qu'est-ce qu'elle comptait faire dans ses 100 jours sur la question de la planification écologique. En même temps, vous vous rappelez, il y a un an, juste jour pour jour, Emmanuel Macron à Marseille, devant moi, disait que ce quinquennat serait le quinquennat de l'écologie où il raterait ce quinquennat. Et il y a quelques jours, il dit qu'il fallait plus écouter l'Europe en matière de protection de l'environnement et il fallait faire un arrêt vis-à-vis de ça. Moi, je m'y perds. Mes chers amis, moi je m'y perds parce que j'entends ce que dit Elisabeth Borne et c'est plutôt intéressant de savoir qu'il faut trouver des milliards pour pouvoir financer la transition écologique parce que ça a un coût, mais en même temps le président dit qu'il faut stopper les mesures parce qu'en fait il y en a marre de l'écologie et d'un autre côté on voit ces ministres non pas
accompagné les mesures d'Elisabeth Borne. Personne n'a ouvert la voie vis-à-vis de ça depuis 24 heures. Et on est aujourd'hui en train de parler de tout sauf d'écologie. L'enjeu aujourd'hui est réel et il faudrait qu'ils soient tous mis au même niveau. La question de la protection de l'environnement, du changement climatique et de la baisse de la CO2 est nécessaire. Avec la dernière folie générale, c'est-à-dire qu'à Bruxelles, vous avez l'ensemble des députés Renaissance macronistes qui votent avec la République tchèque, avec la plupart des pays de l'Est, pour baisser les normes de contrainte de pollution des transports. Donc vous avez des transports routiers. Donc je comprends qu'on soit paumé. C'est de la folie générale en fait. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur l'attaque au couteau qui a coûté cette nuit la vie à une infirmière du CHU de Reims. Ce drame relance forcément la question. Travailler à l'hôpital est-il devenu un métier à risque? Vous pouvez bien entendu nous appeler 0826 300 300 et répondre à notre question sur notre compte Twitter. Pour l'instant, vous dites oui en majorité. On reste ensemble jusqu'à 19h. À tout à l'heure. Philippe Bilger est avec nous dans Les Vraies Voix, Françoise Degois et Christophe Madrol aussi bien entendu, et vous au 0826 300 300, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h avec vous, et jusqu'à 20h on va vous parler d'emploi aujourd'hui avec Jérôme Laverny. En attendant, c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et on va revenir sur l'attaque au couteau qui a coûté cette nuit la vie donc cette infirmière du CHU de Reims, qui relance la question des violences physiques et verbales faites à l'encontre du personnel hospitalier, des cas de violence qui auraient touché 37% des personnels de santé, rien que l'an dernier, selon la Fédération des hospitalisations privées. Écoutez ce qu'elle a dit justement, la réaction justement du ministre de la Santé. Pour autant, l'agression d'un soignant est quelque chose d'inqualifiable, d'inadmissible. Je réunirai dans la semaine l'ensemble des représentants des soignants pour que, au-delà de cette période nécessaire, je le redis, de recueillement, nous mettions en œuvre très rapidement l'ensemble des mesures qui seront utiles pour préserver la sécurité encore mieux et préserver la vie de nos soignants. Les agressions mortelles de soignants sont, Dieu merci, rares, mais souvent le fait de patients souffrant de troubles psychiatriques. Dans les autres cas, l'attente, la douleur ou l'alcool sont à l'origine des insultes, menaces et coups. Alors est-ce que pour vous, c'est devenu un métier à risque de travailler à l'hôpital? Il faut renforcer la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes soignant, venez témoigner au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Arnaud Chiche, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes médecin hospitalier et président du collectif Santé en danger. Philippe Bilger, une réaction forcément sur l'état de nos hôpitaux et la violence grandissante. Alors, encore une fois, Cécile, mais vous, avec Philippe, vous avez très bien fait de choisir ce thème. C'est tout de même un défi horrible, très particulier qui a été porté à cet hôpital de Reims et à cette malheureuse infirmière qui est morte. On a un irresponsable qui circule dans cet hôpital, qui va dans le vestiaire sans aucun but, sinon probablement celui de tuer. Il n'a aucun lien avec l'hôpital, il n'a aucun rendez-vous et il tue. Par conséquent, il faut bien voir que c'est une situation dramatique, mais qui est peu ordinaire par rapport aux atteintes quotidiennes que subissent les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et j'en ai un peu assez de ces ministres. Un brave homme, au demeurant, je le dis, pas de manière méprisante, que ce ministre Braun, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de l'immense défi qui lui est porté. Et je pense tout le temps, lorsque je vois ces ministres, à une phrase de quelqu'un qui a servi de modèle au feu follet de Rieux-La Rochelle, Jacques Rigaud, qui disait « Pourquoi on attend que les gens soient au fond du trou pour se demander comment ils sont arrivés au bord ?» Et c'est fondamental dans toutes les crises de la France. Françoise Degois. Alors oui, il y a la crise de l'hôpital, mais il y a la crise de la psychiatrie, qui sont des domaines que nous connaissons parfaitement bien, pour des raisons tout à fait familiales et personnelles. Et je vois très bien, tu parlais tout à l'heure, Christophe, et tu as raison, de la baisse. C'est à pleurer. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un hôpital psychiatrique, vous avez envie de pleurer de la surcharge du personnel, du manque de moyens, de la façon dont les choses se nouent, du mépris collectif dans lequel sont tenus ces malades. Donc il y a plusieurs choses. C'est pour ça que tout à l'heure je secouais un peu mon ami Philippe David sur le mode il faut pas tout mélanger.
agressé. Aujourd'hui, c'est pas une agression sécuritaire. Est-ce qu'on peut poser une question générale? Est-ce que c'est de plus en plus dangereux? Oui, si on prend ce cas, si on prend il y a quelques années l'infirmière qui a été décapitée à l'hôpital Saint-Luc à Pau, bien sûr que c'est effrayant. Je pense qu'il y a des agressions quand vous travaillez aux urgences, que les gens arrivent la nuit, qui sont complètement déphasés, disjonctés. Je le comprends. Mais là, on parle d'un domaine, c'est la première fois de ma vie que je suis d'accord avec Éric Ciotti, qui demande un grand plan psychiatrie pour le pays. Écoutez, je pensais pas que ça arriverait un jour. Je suis d'accord avec Éric Ciotti. Il faut donner de l'argent à la psychiatrie parce que les gens pètent les plombs de plus en plus. J'allais en parler dans cette société qui est de plus en plus violente, où les cadres sont, et on en parle régulièrement sur nos antennes. Aujourd'hui, il faut une réponse qui ne soit pas simplement une réponse qui soit la police qui descende dans les cités et qui arrête, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas simplement une solution, même s'il en faut. Il faut effectivement former une vraie politique. Il faut une vraie politique qui est à la politique de la ville. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de ministère de la politique de la ville, et pourtant la question de la politique de la ville, l'urbanisation, les centres sociaux, les MJC, tout ce qui accompagnait le secteur de prévention était nécessaire, comme la police de proximité, je vous l'ai déjà dit sur cette antenne. Ensuite, il y a la question de la psychiatrie. Aujourd'hui, pour former des infirmières et des infirmiers psychiatriques, il faut des moyens. Pour pouvoir emmener des encadrants, il faut des moyens. Et cette question-là est complète. Et on parle aujourd'hui de l'hôpital, mais imaginez dans les pôles emploi, j'ai beaucoup de mes amis qui travaillent au pôle emploi, les agressions sont permanentes, verbales. C'est vrai, tu as raison. Parce qu'ils pètent un câble, les gens, parce qu'ils se retrouvent devant une administration de proximité, et c'est souvent la dernière administration de proximité avec la Sécu. Et moi, je pense à tous ces gens qui aujourd'hui, je ne fais pas de la démagogie, qui se retrouvent en phase avec des personnes en grande difficulté, et leurs outils de défense n'existent pas. Dernier mot. Oui, vas-y. Par rapport aux ministres, moi j'en ai assez de ces ministres qui viennent pleurnicher, même si c'est leur boulot. Mais à un moment donné, tu as raison de rappeler cette phrase. Excuse-moi, je l'ai dit à un moment donné par rapport à Pep Ndiaye, par rapport à l'Éducation nationale. En amont, les signaux existent. En amont, les signaux existent. Écoutez, messieurs les ministres, vos syndicats. Écoutez les corps intermédiaires qui vous font remonter les informations. On va avoir encore des problèmes dans les lycées. Et pourtant, nos collègues dans l'Éducation nationale le disent régulièrement. Attention, ce n'est pas en mettant des caméras qu'on règle des problèmes dans les lycées, c'est en mettant de l'humain. Pardon mon coup de gueule par rapport à ça. Alors Arnaud Chiche, forcément on parle y a du passage à l'acte, mais il y a aussi une violence, et vous l'avez dit, hein, Christophe Madrol, des insultes, des personnels qui se font pousser parce que ça prend trop de temps, parce qu'on s'occupe pas assez bien des patients, parce qu'on attend dans les couloirs pendant des heures parfois sur des brancards. Et ça, c'est quoi la solution en fait? Bonjour à tous, vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais essayer de faire le tri. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit surtout être dans le recueillement. Et on doit aussi être très prudent. On est tous à vif. Les soignants sont extrêmement tristes que l'une d'entre eux ait été assassinée. Et donc, vous voyez, là, il y a un contexte qui est absolument terrible. Et pour la mémoire de cette collègue et sa famille, on doit tous être assez apaisés et essayer de prendre un petit peu de hauteur. Je voudrais commencer par vous dire ça. L'insécurité des soignants, vous l'avez bien dit, elle existe depuis longtemps. Elle a tendance un peu à augmenter ces derniers mois, et j'ai envie de vous dire, depuis la crise Covid, il y a quand même un climat assez malsain vis-à-vis du corps des professionnels de santé depuis la crise Covid, à cause de plein de choses. Mais il y a un contexte qui est là. Il est certain que l'agressivité et les agressions, ça commence par les incivilités. Alors peut-être qu'il y a une première piste, c'est qu'il faut probablement rien tolérer. Et parce que c'est vrai que l'agression, les agressions prennent beaucoup de formes. On a bien compris qu'on avait affaire là à un déséquilibré. Et je pense que des fous, il y en aura toujours. Des gens complètement fous au point de prendre un couteau pour aller dans un hôpital, pour tuer des gens. Enfin, vous voyez de quoi on parle. Donc c'est assez difficile de rationaliser ce qui s'est passé là, cet événement dramatique. Mais oui, il y a un contexte où les soignants sont de plus en plus souvent victimes d'agressions. Il faut en parler et essayer de trouver des solutions pour que ça n'arrive plus. Et enfin, vos invités l'ont bien dit, sans du tout vouloir récupérer ce fait divers absolument terrible. On est un peu obligé de parler de la santé mentale et du monde de la psychiatrie en France, parce que on a envie de penser quand même que le suivi d'un patient déséquilibré et instable, son parcours de soins, sa surveillance, tout cela relève de soins de psychiatrie. Et comme l'ont très bien dit vos invités, la psychiatrie, mais comme d'autres domaines de la santé en France, vous savez, mais la psychiatrie est un parent très très pauvre de la santé publique en France.
C'est un peu triste de devoir le redire à l'occasion d'un fait divers catastrophique, mais c'est quand même la réalité. Et donc là, il y a une temporalité qui sera plus longue, mais il faut absolument plus de psychiatres en France, plus d'infirmières formées. Je vais juste vous donner un chiffre. En France, on a 65% de lits de psychiatrie de moins par rapport aux Allemands. Bon, bah écoutez, à partir de là... C'est énorme. On est en train de, Arnaud Chiche, on est en train de vous perdre. Je ne sais pas si vous avez. 65%, c'est intéressant. 65%, on n'avait pas entendu le chiffre. Philippe Bilger, peut-être. Docteur, pardon pour la comparaison et je perçois qu'elle est choquante. Mais j'ai parfois l'impression, quand je vois la manière dont l'hôpital est traité. Ah, oui, on a perdu visiblement pour l'instant. La ligne a sauté, on le rappelle. D'accord. J'écoutais ce matin, si vous permettez, comme ça, je vous laisse reposer votre question quand on récupérera Arnaud Chiche. J'écoutais ce matin un médecin qui disait bah oui, en fait, nous, on n'ose pas porter plainte contre nos patients qui nous agressent et il faudrait peut-être qu'on porte plainte parce qu'on pense toujours qu'on va trouver des solutions et que les choses vont s'apaiser. Peut-être, mais revenons quand même sur la psychiatrie. Là, nous sommes dans quelque chose que Philippe Bilger a très bien décrit, l'errement de ce malade mental, véritablement. Je ne sais pas s'il a une bouffée schizophrène, une bouffée délirante, je n'en sais rien. Il est là pour tuer, il est là pour faire mal, en tout cas. Voilà pourquoi il faut poser les bonnes questions. Pourquoi cet homme n'est pas en hôpital de jour, pourquoi il n'est pas suivi. Vous savez, la folie permanente d'investir dans les sciences froides, c'est-à-dire vraiment l'informatique, les ingénieurs, etc. Moi, je crois qu'on rentre dans un moment, ce 21e siècle, ce 22e siècle, de charnière où il faut vraiment réinvestir dans les sciences humaines, vraiment dans l'humanité. On a retrouvé Arnaud Chiche. Philippe Bilger, autre question. Docteur, j'ai une comparaison dans la tête et je l'aperçois choquante. Je me demande parfois, quand je vois la manière dont on néglige, dont on relègue au fond l'hôpital dans les préoccupations politiques et avec la surabondance des gens qui vont dans les urgences, j'ai donc parfois l'impression que l'hôpital devient une version noble d'une population presque pénitentiaire. Je veux dire par là qu'il y a de plus en plus de fragiles, de déséquilibrés, de malades, de gens qui posent des problèmes et je me demande si on ne s'en désintéresse pas un peu précisément, malgré la sollicitude formidable des médecins à l'égard de ses clients, parce qu'ils représentent une forme de société avec laquelle on n'a plus la compassion nécessaire ou utile. Est-ce que j'exagère peut-être sûrement un peu, docteur Arnaud Chiche? Non, mais vous savez, on a l'occasion souvent d'échanger tous les deux sur les sujets santé dans d'autres contextes moins dramatiques que celui d'aujourd'hui. Vous avez raison. Bon, vous savez, moi je suis très impliqué dans ces questions-là depuis 3 ans, en étant à la tête du collectif Santé en danger. Il y a quelque chose qui m'échappe, moi, dans ce pays, c'est qu'au-delà de ce fait divers catastrophique, quand on parle un petit peu de santé, ce que vous avez décrit, c'est quand même la réalité. On ne fait plus de santé publique en France. Voilà. On ne fait plus de santé publique. La santé publique, c'est allouer les moyens nécessaires aux besoins d'une population en ce qui concerne le soin. On ne fait plus de santé publique. On fait du rafistolage depuis des années. Donc, la crise aujourd'hui, c'est les médecins généralistes qui ne sont pas écoutés par la CNAM, c'est les infirmières libérales qu'on n'écoute pas, c'est les médecins hospitaliers qui travaillent jour et nuit qu'on n'écoute pas, et on a l'impression qu'on va passer cette crise-là et que c'est une énième crise. Moi, je pense qu'il y a un vrai chantier sur les questions santé à ouvrir. Le ministre fait tout ce qu'il peut. J'ai de l'amitié pour lui parce que je le connaissais avant qu'il soit ministre et je pense que tout ne dépend pas de lui. Et il faut aussi comprendre que quand on est ministre de la Santé, on est dépendant d'arbitrages qui vont au-delà du ministère de la Santé. Donc c'est un vrai sujet. Vous avez parlé des corps intermédiaires. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence collective en France. Il y a effectivement des syndicats, il y a des associations. Je crois vraiment qu'il y avait un espace pour tout remettre à plat. Et quand je dis tout remettre à plat, effectivement, la psychiatrie a une place très importante. Arnaud Chiche, notre auditrice du jour, notre vraie voix du jour, c'est Marie-Alice qui est infirmière. Alors Marie-Alice, est-ce que vous pensez que travailler à l'hôpital, vous avez travaillé en secteur hospitalier, est devenu un métier à risque ?
Oui, ça l'était déjà. À l'heure d'aujourd'hui, ça le devient de plus en plus. Moi, j'exerce actuellement en libéral. Et le libéral n'est pas forcément plus sécuritaire. Du fait de la désertification, des fermetures des urgences, les gens sont excédés. Et la première personne, le premier soignant en ligne, c'est l'infirmier, ou en structure ou en libéral. Hein. C'est elle qu'on va aller voir. Et je voulais rebondir sur le côté humain. On n'a plus cette bienveillance, on n'a plus cette écoute. Il y a un tel stress par rapport à cette désertification et à ce manque de professionnels que même l'écoute est difficile. Moi, j'ai des horaires pharaoniques. C'est-à-dire, décrivez-nous une journée classique lambda de Marie-Alice. Oui. C'est quoi votre journée ? Alors moi, je pars, mon réveil sonne à 5h. À 5h30, je suis dans ma voiture. J'arrive chez le premier patient, il est 6h moins le quart. C'est où à peu près ? C'est où donc vers C'est à 30 km de mon domicile, donc c'est vers Agen. D'accord. Et là, c'est la course au timing. C'est-à-dire que voilà, vous avez X patients et il faut faire au mieux avec ce que vous avez comme matériel. Vous arrivez, le patient a une sonde urinaire bouchée, il faut vous débrouiller parce que personne ne peut vous venir en aide. Le médecin, il n'y en a pas sur le secteur. Vous avez une personne au sol, vous appelez le 15. Quand vous arrivez à joindre quelqu'un, on vous oriente. Voilà, c'est quand même, honnêtement, c'est très très lourd. Et vous rentrez à quelle heure chez vous, par exemple, une journée type ? 21h. D'accord. 5h du matin, 21h. Ça, c'est une amplitude horaire. Et entre midi et 2, vous arrivez à vous poser un petit peu ? Entre midi et 2, il m'arrive de prendre un quart d'heure, une demi-heure, et là, j'avale tout ce que je trouve. Un sandwich, une barre Mars, voilà. Après, je reconnais que certains patients nous offrent un petit café pour nous stimuler. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quand même, on est dans une période où même sur le terrain, ça devient très, très compliqué. Et je m'inquiète pour l'avenir de mes collègues. Moi, j'ai plus de 50 ans, donc je pense que j'irai au bout. Mais nos jeunes infirmières sont pas prêtes à affronter ça. Marie-Alice, pardon, je vous coupe. Je peux vous poser une question ? Est-ce que aujourd'hui vous seriez élève étudiante ? Est-ce que vous quitteriez le métier ? Alors oui, je ne sais pas si j'irai au bout. Parce que l'agression ne vient pas forcément que des patients. Elle peut venir des familles qui veulent des réponses. Quand on a un enfant malade, quand on a un parent malade, voilà. Et je reconnais le fait qu'on manque de médecins, c'est une grosse, c'est une grande catastrophe. Mais voilà, moi honnêtement, j'aime ce que je fais. Je m'investis dans beaucoup de choses, comme beaucoup de mes collègues, syndicales. Je travaille sur des projets, CPTS, etc. Parce que j'ai besoin. Moi, on m'a demandé dernièrement pourquoi je faisais une formation. C'était sur une formation cadre, et là je leur ai dit que j'avais besoin de garder la flamme. Et tous les matins quand je me lève, je cours après cette flamme. Absolument. Le mot de la fin peut-être avec Arnaud Chiche. Le mot de la fin peut-être avec Arnaud Chiche. Est-ce qu'on peut rester quand même légèrement optimiste ? Oui, parce que en fait, je dis oui. Difficile d'être optimiste quand même, mais je crois quand même que tout le monde est assez d'accord pour se rendre compte que s'il y avait plus de médecins psychiatres, eh bien, ça irait mieux. Je suis sûr. S'il y avait plus d'infirmières en psychiatrie, tout irait mieux. Si les CMP n'avaient pas tant d'attentes. Le centre médico-pédagogique. Et des infirmières dans les écoles, Arnaud, aussi. Bien sûr. Les infirmières dans les écoles. Aujourd'hui, il n'y a plus d'infirmières et de psychologues dans les écoles, Arnaud. Je suis d'accord avec toi. En fait, on manque de ressources. On manque de ressources humaines. Mais même dans les entreprises. Et en fait, ça, c'est simple à résoudre, ça. C'est à un moment donné, c'est de dire, voilà, on a décidé qu'il fallait plus de psychiatres pour pouvoir hospitaliser des adolescents. Dans certains départements, c'est plus possible aujourd'hui. Plus de psychiatres, plus d'infirmières. Et à titre personnel, je pense que la sécurité dans les établissements de santé, elle passe aussi par la densité des personnes soignantes. Plus vous aurez de soignants dans les hôpitaux, ce qu'on réclame nous depuis longtemps, eh bien,
ça nous mettra probablement peut-être un peu à l'abri de ça, mais vous savez, des déséquilibrés, des fous, il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec l'analyse d'un fait divers comme ça, et peut-être ne pas attendre de réponse dans l'immédiateté. Il faut prendre un peu de hauteur, je crois, et surtout les proches de cette victime le méritent. En tout cas, on partage forcément votre émotion hein, et avec bien entendu tous les personnels de santé. Merci beaucoup Arnaud Chiche, médecin hospitalier et président du collectif Santé en danger. 0826 300 300, vous voulez réagir, et ben on vous attend au standard. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, et on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, vous vouliez réagir, et c'est Antoine qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et Antoine, vous nous appelez de Seine-Saint-Denis et vous vouliez réagir sur cette consommation, sur la légalisation ou pas du cannabis. Oui, absolument. Dans l'idée, pour faire simple, je suis un ancien consommateur on va dire, du collège jusqu'aux 25 ans. Dans l'idée, pour schématiser un petit peu de ce qu'on a entendu tout à l'heure, du côté il faut pénaliser encore plus fort, taper encore plus fort pour dissuader. On sait très bien qu'on a vu, on connaît la prohibition, ça n'a jamais marché, sauf si effectivement il y a une petite porte de sortie. Donc la petite porte de sortie, c'est légaliser. Et en donnant la légalisation, on donnera aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire le choix au consommateur. Dans l'idée que quand on va prendre un verre, qu'on va prendre un apéro, on sait ce qu'on prend. On sait quel degré on prend, on sait à quel niveau on a envie de se mettre en état d'ivresse. Prendre une bière n'est pas la même chose que prendre un verre de rhum. Et dans le cannabis, il y a de tout. Il y a du cannabis pour s'endormir, il y a du cannabis pour rire, il y a du cannabis pour se concentrer. Le panel est très large et forcément l'interdiction nous amène des fois à apprendre des choses qui, on va dire, dans le souvenir, il y avait de tout. J'ai eu des bons souvenirs avec le cannabis, j'ai eu des souvenirs catastrophiques avec le cannabis. Catastrophique, c'est-à-dire vous avez été malade Ah oui, malade, parano. Ah oui. Enfin, il y a vraiment de tout. Et oui, en fait, ce qui est intéressant, ce que vous dites, en fait, vous, Antoine, c'est que à partir du moment où c'est légalisé ou dépénalisé, après, il faut s'entendre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est légalisé en ces cas-là, parce que c'est l'État qui contrôle la fabrication. Mais ça veut dire qu'il y a aussi tous les niveaux d'information qui vont avec. C'est ça que vous dites. Et de toute façon, et de ce fait, on s'enlève peut-être des expériences douloureuses. C'est ce que vous dites, en fait. La légalisation entraîne l'information. Entraîne l'information et entraîne aussi le taux de THC qui sera proposé. Alors le THC pour les auditeurs, c'est le tétrahydrocannabinol, c'est la molécule active du cannabis. Voilà, c'est ça qui détruit les neurones. Donc mais j'ai beaucoup d'amis effectivement aujourd'hui qui se sont tournés vers le CBD parce que d'une part c'est légal, d'une part c'est extrêmement doux. Oui, c'est ça. Et c'est un peu plus encadré. D'autre part, il n'y a plus le côté d'aller fréquenter des gens non fréquentables pour se procurer des produits hasardeux. En tout cas, c'est vrai que les boutiques de CBD, je vois à Rome, mais même à Paris, mais en tout cas, ne les emplissent absolument pas. Voilà, les gens prennent du cannabis doux, voilà. Ça peut s'entendre, hein, Antoine, Philippe Bilger. Non, mais ça s'entend. Oui. Mais bon, ça ne change pas d'avis, mais... Non, mais je comprends. Si je saisis bien Antoine, il en est resté au cannabis. Non, il ne consomme plus. Il ne consomme plus. Un ancien consommateur. Il n'a jamais eu envie d'aller au-delà. Non. En tout cas, ça veut dire surtout ce que disait Rodrigo Arena, si on est tous d'accord, que pour ou contre, il faut vraiment un grand débat national en fait là-dessus. Non, il y a de l'hypocrisie parce que plus d'1 million de consommateurs, je veux dire, il y a eu des débats sur des minorités qui sont allés beaucoup plus rapidement, avec des réactions beaucoup plus, réelles sur le terrain et dans les lois. 1 million de consommateurs, normalement. Il y a quelque chose qui doit être mis sur la table assez rapidement. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, au niveau de la législation, le fait de proposer un produit qui est contrôlé au niveau de sa puissance, effectivement, on enlève beaucoup de,
Oui, c'est vrai que c'est plus simple. Quand c'est encadré depuis le début, c'est vrai que c'est plus simple, Antoine. Et ça, en tout cas, ça ouvre le sujet. C'est intéressant. Merci en tout cas, Antoine, de votre témoignage. Merci mille fois en tout cas. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir appelés. Et puis merci pour ces témoignages. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Degore. Merci beaucoup à Christophe Madrol. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler emploi. On va parler d'un secteur un peu plus clair. C'est le BTP. C'est-à-dire que le BTP, aujourd'hui, beaucoup de travail, beaucoup d'expertise et dans différents cadres, on va vous montrer qu'il y a quand même des choses à faire en matière d'emploi. On en parle dans un instant avec Jérôme Lavergne. À tout de suite.